Alors, Philippe Gagnon qui va parler maintenant, qui est en train de s'installer, a fait des études de philosophie puis de théologie au Collège dominicain de philosophie et de théologie à Ottawa. Il a soutenu une thèse au début des années 2000. Cette thèse portait sur l'usage de la théorie de l'information pour aider à penser les rapports des sciences de la nature et de la théologie. Philippe Gagnon travaille à l'université dans une maison amie, à l'Université catholique de Lille. Il est rattaché à la chaire Sciences, Technosciences et Foi à l'heure de l'écologie intégrale. Et voilà. Tu es prêt? Oui. Alors c'est parfait. Nous le sommes aussi, nous t'écoutons. Bon, merci. Vous m'entendez, ça va? Il semble que oui. Oui, bon. Oui, ça va bien. OK. Ça fonctionne. Je rapproche un tout petit peu. Donc, le concept de procès chez Whitehead, titre qui va à peu près bien, mais que je serais amené à préciser au fil de l'exposé. Disons que cette question, étant chercheur qui consacre pas mal de temps à Whitehead, je l'avais un peu évité jusqu'à maintenant. C'est le concept le plus difficile chez lui. Même les spécialistes n'arrivent pas à conclure sur le sujet. Il serait donc outrecuidant d'imaginer que dans quelques minutes, aux confins d'un lieu en France, on arriverait à avoir la bonne position. Mais nous allons essayer de simplifier d'abord, parce que vous vous doutez que ce n'est pas tout simple. Tenter de simplifier et tenter de survoler, d'une certaine façon, la présence, la prégnance de cette thématique dans l'œuvre. Donc, entrons en matière, le temps scientifique classique. Whitehead, je ne vais pas vous faire sa biographie, justement le temps n'y est pas, mais c'est d'abord un mathématicien qui se fait philosophe de la nature et puis qui se fait métaphysicien dans une troisième période. Mais dans cette deuxième période où il fait de la philosophie de la nature, donc, il nous présente, là je pense à un article de 1919, Aristotelian Society, donc une présentation sur le temps. Il présente le temps comme une succession d'instants de temps, ou alors, c'est une alternative, comme un passage de périodes de temps, les périodes de temps empiétant les unes sur les autres, donc se contiennent les unes les autres et ont ainsi des relations plus compliquées. Ce qui fait son chemin dans les livres où on expose la physique mathématique, c'est la conception la plus simple de type mathématique du temps en tant que série linéaire d'instants sans durée, avec des propriétés mathématiques de continuité sérielle. Déjà, sur cette seule diapositive, il y a tout un vocabulaire un peu technique. Mais bon, Whitehead, c'est un grand mathématicien, logicien et professeur de physique mathématique. On ne peut cependant définir la vélocité en rapport avec un seul instant. Il faut faire entrer donc dans sa définition au moins quelques instants contigus au voisinage desquels celui-ci se trouverait. Sinon, on se retrouve avec la nature à un instant, qui a une configuration définie de matière dans l'espace, avec des relations spatiales, mais toute vélocité, tout concept d'énergie cinétique sont sortis du portrait. Et donc, on risque d'avoir des ajouts à nos traités de physique qui sortent de nulle part, où la vélocité, l'énergie cinétique, l'accélération, la force, encore la masse apparaissent, mais comme magiquement. Et en plus, une autre difficulté, c'est que, il en sera question dans le colloque un peu, pour le biologiste, tout ce qui a trait à l'expression de la vie prend du temps, tout bonnement. Ça a été dit sous la forme du texte célèbre de Bergson. Il n'y a rien qui serait caractéristique de la vie et dont on pourrait dire rigoureusement qu'il se manifeste en un instant. Donc, nous nous retrouvons finalement avec une généralisation ou une systématisation hâtive basée sur une simplicité qu'on pourrait dire illusoire ou naïve. Et ce type d'illusion naïve, Whitehead va la traquer vraiment. Le vice principal, nous dit-il, c'est qu'il n'y a pas de relation physique entre la nature à un instant et la nature à un autre instant. Qu'est-ce qui fait marcher le système quand vous avez cette vision qu'on a décrite très rapidement là? On pourrait en appeler la causalité comme étant le type même de cette relation. Mais Hume a révoqué en doute la réalité essentielle de la causalité. Et ça, ce serait en soi un exposé. Ce qu'a fait Hume avec la causalité, il faudrait être juste à l'égard de Hume, et voilà, mais c'est célèbre quand même en philosophie. Donc, nous nous retrouvons avec, pour connecter la nature en un instant et la nature en un autre instant, la seule chose qui reste, une identité restante qui est la comparaison de similarité ou de différence faite par un esprit observant.
Le temps, comme succession d'instants, ne correspond à rien qui se rencontrerait néanmoins dans ma connaissance directe. Et c'est par là que Whitehead va entrer dans le problème. Il va faire une philosophie de la science qui, en même temps, tente de remédier à des gros trous qu'il y a en quelque sorte sur lesquels les scientifiques ne se sont pas penchés. Si on a tenté de tout bâtir sur cette vision du temps comme fait ultime, situé dans l'instant de temps, c'est qu'on a voulu accepter de voir dans le présent un instant présent que nous connaîtrions directement, mais la doctrine psychologique du présent spécieux devrait nous mettre sur nos gardes, dira-t-il. Parce que, sans nous en rendre compte, nous déformons l'observation par la théorie. Alors, donc, là, j'étais sur un texte de 1119, 1920, le concept de nature, the concept of nature. Et donc, la prise de conscience de la nature commence dans une prise de conscience d'un tout qui nous est présent, dira-t-il. On peut parler, pour ce tout de la nature en tant que présent, d'une durée. C'est donc d'une tranche temporelle, il dira en anglais slab, tranche temporelle de la nature, et c'est tout ce qui est, sous réserve d'une soumission aux limites temporelles inhérentes dans ma prise de conscience, bien sûr. Et donc cette prise de conscience du tout, elle est expérimentée par nos sens, et il ne s'agit pas d'une discrimination détaillée de parties de ce tout. Ce sens du devenir de la nature s'accompagne d'une diversification de la durée en parties qui sont plus ou moins clairement discriminées. Mais pour parler d'une prise de conscience de la nature, il faut, dira-t-il, envisager les deux facteurs, ce sens du tout et la discrimination des parties. Les faits physiques, on les appellera des événements, finis ou infinis. Les relations qu'ils peuvent avoir les uns aux autres, on les appellera une extension. Ce terme-là, il faut le retenir parce que Whitehead va s'en servir à travers toute son œuvre sur la question du temps. Et cogrédience, qu'est-ce que cette affaire? Eh bien, le cogrédient, j'ai essayé de vous le définir dans la parenthèse, c'est ce qui arrive par composition d'un nexus relié par l'ingrédience. Et l'ingrédience, c'est cette idée que un concept entre en quelque sorte dans les occasions actuelles, en langage whiteheadien. Donc, un concept, un objet éternel, une structure stable entre dans ces occasions actuelles, les ingresse, dira-t-il. Donc, l'extension, c'est la relation d'un événement complet à un événement qui en est partie. Et c'est une relation qui est particulière aux événements. Une telle relation, donc, d'extension est la racine commune de laquelle on parlera d'extension dans le temps, d'extension dans l'espace, et donc c'est l'essence, dira-t-il, de l'externalité. Selon le concept qu'on ne remettait pas en question jusqu'à récemment, écrit-il en 1919, il ne devrait y avoir qu'une série temporelle de moments, et en prenant n'importe quel des moments, il devrait être parallèle, au sens où aucun événement en particulier, il met lui-même le tiret entre les deux, événements en particulier, ne pourrait se tenir en deux moments distincts. Or, la théorie électromagnétique de l'électricité requiert qu'il y ait un nombre infini de séries temporelles distinctes. Et cette conception, on peut bien sûr la juger paradoxale. On y trouvera entre autres le paradoxe de deux événements en particules qui sont simultanés. Il va dire co-momental en anglais, co-momento pour un système temporel alpha, qui ne sont pas en général simultanés pour un système temporel alpha prime, bien que dans l'observation ordinaire, l'absence de simultanéité peut être non détectable. Donc, lorsqu'on parle d'un fait entièrement général qui a lieu, il offre à notre appréhension deux facteurs. Et là, Whitehead nous invite à bien réfléchir. Ça, c'est dans le concept de nature. Il y a ce qui est discerné et il y a ce qui est discernable, mais ne l'est pas au moment de l'acte de perception. Le discerner, évidemment, comprend ce qui est discriminé avec ce qui permet d'identifier des éléments. Il y a tout un champ du perçu. Mais les entités de ce champ-là, elles continuent à avoir des relations d'autres entités qui ne sont pas discriminés de cette manière individuelle. Ce sont, dira-t-il, des relata en relation avec les entités du champ perçu. Donc le discernable, c'est toute la nature telle que présentée à notre appréhension sensible, mais il s'étend forcément au-delà de la nature en comprenant sa totalité, telle que discriminée actuellement ou discernée. Donc, en fait, les facteurs de la nature dont nous avons une appréhension sensible directe sont connus comme ne comprenant pas tous les facteurs qui, ensemble, forment un complexe d'entités reliées dans le fait général. Donc, en d'autres termes,
pour pouvoir y être discerné, déterminé, il y a un caractère qu'il faut admettre d'inexhaustibilité de la connaissance. Il y a quelque chose d'inexhaustible à la connaissance. Donc, chacun de nos sens a son propre ensemble d'entités discriminées qui sont connues en tant que relata en relation avec des entités qui ne sont pas discriminées, on vient de le dire. Et pour lui, cette mise à jour d'une entité comme un relatum sans discrimination spécifique additionnelle de qualité, c'est la base même de ce qu'on désigne par la signifiance. Une chose vue peut être signifiante en ce qu'elle montre ses relations spatiales à d'autres entités qui ne sont pas nécessairement entrées dans notre conscience. Donc, en d'autres termes, on se pose sur les choses, on a une expérience et on n'analyse pas tout ce qui est la relation environnante qui la permet. Que se passe-t-il si on transpose cela aux relations temporelles? Parce que là, on parle encore d'espace. Je rentre dans une pièce, voilà. Il y a des bruits dans la rue, il y a des portes, il y a des enseignes sorties de secours, toutes sortes de choses sur lesquelles mon attention ne va pas se porter. Mais que se passe-t-il si je transpose aux relations temporelles? Bien, je prends le concept d'une période de temps. Il montre une présentation à nos capacités sensorielles d'entités de la nature qui sont connues par leurs relations temporelles à des entités discernées. La séparation, dira-t-il d'ailleurs, des idées d'espace et de temps, elle n'est que conventionnelle. C'était à l'époque où on en parlait beaucoup en plus. Ce que nous discernons, c'est un caractère scientifique d'un lieu pendant une période de temps. Et c'est ce qu'on désigne par le terme d'événement. Discerner donc un événement, c'est discerner sa signification en tant que relatum, si vous voulez, entité en relation, dans une structure d'événements. Et cette structure-là, elle est le complexe d'événements reliés par deux relations qui seront, on les a déjà nommées, l'extension et la cogrédience. Donc, l'unité de ce présent général en tant que fait s'exprime par le concept de simultanéité. Le fait général, c'est l'occurrence simultanée de la nature qui est un maintenant pour notre appréhension sensible. Donc, on peut aussi l'appeler la durée pour signifier une certaine totalité de la nature, limitée seulement par cette propriété d'être simultanée. Donc, notre appréhension sensible pose pour un discernement immédiat un certain tout qu'on appellera la durée. Elle est une entité naturelle définie, elle est discriminée comme un complexe d'événements partiels et les entités naturelles qui composent ce complexe sont simultanées à cette durée. Or, durée, ça s'oppose, ou en tout cas c'est articulable à instantanéité. Une durée va conserver quelque chose d'une épaisseur temporelle. Whitehead parlera bien de thickness. Mais le concept de totalité de la nature, comme connu immédiatement, c'est toujours pour lui un concept de quelque durée. On peut l'étendre dans son épaisseur temporelle, au-delà du présent spécieux dont j'ai fait mention, en tant qu'il aura été connu pour tout être existant dans la durée. Donc la simultanéité, c'est un facteur ultime de la nature, immédiatement donné dans l'appréhension sensible. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de son analyse. L'instantanéité, au contraire, est un concept logique complexe d'une procédure de pensée par laquelle des entités logiquement construites sont produites dans le but d'exprimer en pensée les propriétés de la nature. C'est un schéma qu'on applique sur les choses. Voilà un survol abracadabrant, je m'en excuse, de Whitehead, deuxième période. La première, on viderait la salle littéralement si on allait là-dedans, c'est de la logique mathématique de très très haute voltige. La deuxième période, c'est la période londonienne que je viens de résumer dans l'essentiel, disons, à l'égard de sa réflexion, on pourrait dire, sur le temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Whitehead accepte, à l'âge où il doit quitter l'Imperial College pour des raisons d'âge, c'est l'âge de la retraite, il accepte d'aller 2 années à Harvard, John Harvard University, de son vrai nom, donc au Massachusetts, et il accepte. Lui et son épouse sont enthousiastes, voilà, très bien. Il quitte l'Angleterre, s'établit aux États-Unis, et il reçoit une invitation, pas longtemps après, ça c'est en 24-25, soit l'invitation à donner les Gifford Lectures, qui sont une espèce de truc mythique dans le monde anglican, anglo-saxon.
des conférences sur la théologie naturelle. Et donc, dans Procès et réalité, qui sont ces Gifford Lectures, donc son chef-d'œuvre qu'il donne à Édimbourg, donc en 27-28, Whitehead parle de l'identité actuelle comme d'une sorte de cellule qui a une unité atomique, laquelle est divisible, mais non divisée. Donc, il est très impressionné par l'analyse qu'a fait William James, qui parlait de buds of experience, ou si vous préférez, des gouttes d'expérience, on traduit le moins mal possible, qui ont toute la propriété d'être self-contenues. Donc, il y a quelque chose d'indivisible dans les expériences particulières qui sont self-contenues, pour parler un peu comme Teilhard de Chardin l'aurait fait. Donc, Whitehead insiste sur le fait que dans une perspective qui admettrait la relativité, il a même énoncé une théorie alternative à celle d'Einstein, c'est vous dire le niveau du personnage Whitehead, mais je ne vais pas entrer là-dedans, je n'ai pas le temps. Donc, pour lui, il n'est pas de temps qui sera un contenant dans lequel on trouverait des entités actuelles. Le temps, c'est plutôt une abstraction tirée de la succession d'entités, et la question devient, comment allons-nous tenter de nous approcher de cette succession? Comment en rendre compte? Comment la saisir? Comment la définir? Pour quelqu'un qui fait de la philosophie des sciences. Alors, Whitehead va en appeler aux obligations catégorielles qu'il a développées dans le premier chapitre de Procès et réalité. C'est une sorte de traité des catégories d'une difficulté effrayante qui fait que malheureusement, la plupart des gens qui ont consulté cette œuvre n'ont pas dépassé les premières pages. C'est malheureux, mais c'est flanqué au début. Mais quoi qu'il en soit, donc, il faut remarquer que si on peut les considérer comme similaires aux catégories chez Kant, elles opèrent néanmoins à travers le monde plutôt que de ne représenter que l'expérience de personnes conscientes. Ou si on préfère, elles structurent toute la réalité. Donc le Whiteheadisme, pour aller vite, c'est un kantisme tourné sur la tête. J'y reviendrai. Le procès par lequel un feeling passe vers la constitution de soi se reprend tout entier dans une forme subjective de feeling intégral. Bon, dans une publication qui paraîtra l'an prochain, j'ai repris un graphe à un jésuite très, très fort en théologie philosophique qui montre les sens du feeling chez Whitehead, mais ça prend une demi-page. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est un concept absolument central. Whitehead fait valoir que les préhensions négatives, ce qu'il appelle les préhensions négatives, c'est-à-dire une entité actuelle s'agrège, se constitue, devient pleinement satisfaite, mais disparaît et passe ses ressources à une autre. Donc, il nous présente un peu un univers, effectivement en succession, mais même en chaîne, on pourrait dire. Eh bien, les préhensions négatives, c'est ce qui fait qu'une entité actuelle qui s'agrège pour devenir elle-même rejette tout ce qui ne sera pas elle. Et ce concept a même été qualifié par des spécialistes du plus important de toute la métaphysique de Whitehead. Ça serait intéressant de faire un exposé sur qu'est-ce que cette affaire de préhension négative. Mais quoi qu'il en soit, elles ont leur propre forme subjective. Donc, ce qu'une entité actuelle est aussi constitué par ce qu'elle a évité ou rejeté. Donc, on ne peut pas comprendre la théorie donc, qui se met en place à partir de 1925 et qui est développée dans les Gifford Lectures, je l'ai dit tout à l'heure, les procès et réalité, sans parler du continuum extensif encore une fois. De quoi s'agit-il? Eh bien, les entités liées entre elles et à l'ensemble de leur passé s'empiètent, possèdent des parties communes. Il y a une solidarité de tous les points de vue possibles si on peut voir le procès sur l'ensemble du monde. Donc, les entités actuelles expérimentées et cette expérience elle-même, dira-t-il, sont unies dans la solidarité d'un monde commun. Et la question, c'est, je l'ai mis comme ça de façon provocatrice dans le titre, est-ce qu'il y a volte-face? Au sens suivant, l'extension du continuum extensif dont il est question, c'est le schème général des relations qui fournissent une capacité pour faire en sorte que plusieurs objets soient unis, soudés ensemble dans l'unité d'une seule expérience. Il y a une possibilité de division de ce continuum qui constitue le monde extérieur, un continuum donc qui est divisible. Mais s'il est divisé, c'est qu'il est divisé par des entités actuelles. En d'autres termes, Whitehead fait faire l'expérience de la durée, non pas à une sorte de sujet conscient kantien, mais au constituant ultime du réel, les entités actuelles.
Ça ressemble à une métaphysique leibnizienne, hein, pour rien vous cacher. Hein. On a des monades, et puis bon, je n'irai pas dans une comparaison de Whitehead et Leibniz, faute de temps, mais elle est tout à fait pertinente. Donc, le monde n'est pas un continuum, ça c'est dans l'esprit qui peut le devenir, mais il est atomique. Et Whitehead dira quelques mots célèbres dans Procès-réalité. J'ai mis la page dans l'édition corrigée là, qu'on utilise normalement quand on le lit en anglais, page 35, dira donc des mots célèbres à l'effet que l'atomisme est la vérité définitive de la science. La meilleure façon peut-être de s'approcher de la question encore un peu plus, c'est de se référer à cette section de Procès-réalité, donc, où Whitehead revient sur à la fois Newton et Platon. Je n'aurai pas le temps d'aller dans Platon, c'est trop intéressant et je l'ai fait dans d'autres publications, mais je m'arrête un instant sur Newton. Chez lui, des morceaux de temps et d'espace sont conçus comme étant aussi actuels que quoi que ce soit d'actuel. En d'autres termes, ils sont occupés par d'autres actualités, ils sont des sortes de placeholders, on dirait en anglais. Et Whitehead va se référer au scholium dans les Principia qui suit les 8 premières définitions. Et là, ce qui est dit, c'est que le vulgaire ne conçoit l'espace et le temps sous aucune autre notion qu'à partir des relations qu'ils entretiennent à des objets sensibles. Il ne passe pas par tout l'échafaudage du mathématicien physicien, il se fie à son expérience sensorielle. Le temps absolu et mathématique est dit alors procéder également, sans regard à quoi que ce soit d'extérieur à lui, et nous aurions un temps commun qui serait une mesure de la durée par le moyen de cette notion communément mise en valeur par le vulgaire, mais ce n'est pas le vrai temps. L'espace absolu, sans regard à quoi que ce soit d'extérieur à lui, de même demeure similaire, inamovible, et on a une conception d'un espace relatif qui est cette dimension mobile de l'espace absolu, qui pour nos sens détermine des portions. Et donc, si l'ordre des parties du temps est immuable, de même que l'ordre des parties de l'espace, les temps, les espaces sont des lieux pour eux-mêmes et pour les autres choses. Il n'y a pas de lieu qui serait inamovible, sinon ceux qui retiennent la même position donnée. Le mouvement relatif peut être généré, peut être altéré, nous dit Newton, sans qu'une force ne soit imprimée sur les corps. Relatif, j'ai bien dit. Mais le vrai mouvement, il n'est ni généré ni altéré, il n'est impressionné que par une force. Et à cela, Whitehead répond qu'en fait, Newton présuppose un certain nombre de choses, des esprits, des corps, des durées absolues du temps et des durées absolues d'espace, ou des portions d'espace. Ce qui le conduit à ce que Whitehead perçoit comme un schème complexe et arbitraire de relations entre des espaces inter-C en soi, de même que des durées inter-C. Et tout ceci, dira-t-il, s'est ouvert à une charge de raisonnable scepticisme. Parce que pour Newton, encore une fois, je le rappelle, c'est le vulgaire qui conçoit tout ceci en rapport à des objets sensibles. On sait comment pour Kant, c'est une pure intuition qui introduirait un ordre sur un donné chaotique. Kant dira qu'avant notre perception qui met en forme, on est devant du rohe Stoff, dit-il, c'est une matière informe, une sorte de chaos. Ceux qui ont suivi Kant, son approche transcendantale, ont retenu ce construit, dira Whitehead, ils en ont fait un dérivé d'une réalité proprement substantielle, mais au terme, nous nous ramassons avec des éléments d'une apparence qui sont à distinguer de la vraie réalité, ou si vous préférez, de la substance. Or, Whitehead, qui appelle sa philosophie non pas procès, parce que tout le monde reprend ça, mais philosophie de l'organisme, il répète ça 100 fois dans l'œuvre, parle de la philosophie de l'organisme et il dit qu'elle est une tentative de retourner à ces conceptions éliminées comme étant celles du vulgaire. Puisque le sens commun de l'humanité réfère à ces notions, entre autres, lorsqu'il est question de temps, aux entités actuelles ou aux objets sensibles, si on veut parler comme le faisait Newton. Donc, il s'était appuyé sur la physique courante pour concevoir les objets sensibles comme des corps matériels, auxquels une dynamique s'applique, mais cela nous laissait sur les bras une antithèse entre ces fameux objets sensibles et l'espace vide. Et l'idée d'espace vide était chez Newton l'objet d'une certaine ambivalence, Whitehead le montre sur les textes,
Et il lui semble que c'est Descartes qui avait ouvert le chemin de la physique moderne correctement en introduisant le champ physique. Donc on peut dire que Whitehead est en accord avec ce vulgaire, c'est lui-même qui le dit, mais qu'il remplace l'idée d'objet sensible par celle d'entité actuelle. Toutefois, il ajoute qu'on doit identifier le quantum atomisé, c'est-à-dire que sur l'épaisseur temporelle, il y a des expériences qui sont uniques et indécomposables. Donc, on doit identifier le quantum atomisé de l'extension avec l'espace absolu et la durée absolue, c'est-à-dire que la preuve newtonienne d'un mouvement qui n'affecterait pas l'espace absolu, en un sens, elle tient le coup, au sens où une entité actuelle n'est jamais purement déplacée sans qu'elle ne l'ait choisie. Elle n'est jamais le résultat d'un pur transfert causaliste qui la ferait entièrement passive. Jamais. C'est la base même de toute sa vision, c'est celle de Whitehead. Donc, elle est là où elle est, dira-t-il, et elle est ce qu'elle est. Ce qui conduit donc à penser l'événement qui est un nexus d'occasions actuelles interreliées dans un quantum extensif. Prenez une molécule, elle est une route historique d'occasions actuelles, et une telle route, Whitehead l'appelle un événement. Et le changement, c'est la différence entre les occasions actuelles dans un événement. Celui qui, pour Whitehead, s'est le mieux approché de la question, beaucoup mieux que Newton, c'est Locke, John Locke, auquel il consacre beaucoup de réflexions autour de la préparation et ensuite la délivrance de procès-réalité, lorsque Locke parle du perpetual perishing, du périr perpétuel, parce que pour Whitehead, une entité actuelle, lorsqu'elle est complète, elle est également disparue. Elle vise une satisfaction, l'ayant obtenue, elle passe ses ressources à d'autres, comme je vous expliquais plus tôt. Sa satisfaction, c'est le fait d'offrir ses ressources pour une nouvelle entité actuelle, si bien que dans l'usage pragmatique de l'entité actuelle, dans sa vie statique, il y a à considérer un avenir. C'est inscrit dedans. Donc la créature, dira-t-il, périt en même temps qu'elle est immortelle. Et c'est là-dessus que je voudrais peut-être apporter quand même quelques éclaircissements. La phrase peut sembler paradoxale, eh bien elle l'est. Mais avant d'essayer de, au moins, en faire un flash pas trop inexact, ce qu'on remarque, si on récapitule un peu ce tableau d'ensemble, c'est qu'on a une réflexion en devenir, je l'appellerai comme ça. Il y a des déplacements. Parce que si vous prenez l'ontologie scientifique de Whitehead, eh bien, il s'intéresse d'abord à des événements reliés internement ou de l'intérieur, au lieu qu'il ne s'agisse de morceaux de matière qui n'auraient de rapport qu'extrinsèques les uns aux autres. Là où Russell, avec qui il a collaboré sur la logique mathématique en particulier, décapite, se débarrasse des relations internes pour ne garder que les relations externes, Whitehead conserve les relations internes. Donc voilà. Ensuite, il y a une théorie de la perception qui soutient que notre perception est toujours engagée sous un mode de référence symbolique, ce qui implique une référence symbolique aux données sous le mode de ce qu'il va appeler l'immédiateté présentationnelle, qui reste toujours à distinguer du mode de la pure efficacité causale. Nous n'expérimentons la causalité que par un passage à l'intérieur d'un schème de représentation. Mais l'immédiateté présentationnelle, c'est la durée dont j'ai parlé plus tôt. La référence symbolique, donc, doit être pensée comme une élucidation de ce qui se donne dans nos modes de perception, sous ce mode de l'efficacité causale, mais tous nos percepts sont du type de cette présentation immédiate. Lorsqu'il s'agit d'offrir un schème de pensée métaphysique qui est en même temps un système d'obligations catégorielles, d'ailleurs, il faffine un peu, il appelle ça categorials en anglais, catégoréal, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Whitehead revient sur cette ontologie et généralise toute sa théorie des perceptions en une théorie, je l'ai déjà dit, extrêmement riche du feeling. Or, dans la période londonienne, c'est ça que je veux souligner, où il a élaboré une philosophie de la nature, une philosophie des sciences, qui d'ailleurs ne contenait pas une théorie de l'esprit, ce que vous remarqueriez à vous y pencher, c'est qu'il n'y a pas de structure atomique des événements.
les événements qui constituent ce qu'il nomme le passage de la nature et qui précèdent dans l'ordre de l'être les abstractions sur un continu de l'espace-temps sont des événements eux-mêmes continus. Or, ce qui se produit, c'est que dès qu'il arrive à Harvard, Whitehead change sa théorie et il concevra le passage de la nature comme réalité atomique. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Si l'on suit l'interprétation de Ronnie Desmet, c'est un philosophe des mathématiques, très très bon, un des meilleurs commentateurs qui habite à Anvers et à qui je peux écrire, il va me répondre dans l'heure qui suit, quoi. Très gentil en plus. Donc, je suis assez d'accord avec lui. Il ne l'a pas fait parce qu'il y aurait là une expérience scientifique imposée par la théorie quantique. Ce n'est pas pour ces raisons-là. Il ne l'a pas fait non plus parce que cette atomisation fournirait une sorte de solution au problème des paradoxes de Zénon, sur lesquels Whitehead a beaucoup médité. Whitehead considère que toutes les époques, une après l'autre, ont réfuté Zénon, et en fait, ça ne tient pas le coup. Pour lui, il y a quelque chose de réel dans le paradoxe de Zénon, et si vous voulez lire là-dessus, vous allez dans Procès et réalité. Il ne l'a pas fait davantage pour trouver quelque échappée de sortie qui introduirait dans sa pensée une espèce d'espace essentiel pour la contingence ou la liberté. Simplement, cette solution, pour lui, c'est le seul moyen d'éviter d'avoir une philosophie qui contredirait l'expérience. Donc, il veut rejoindre notre expérience de l'irréversibilité. Il dira d'ailleurs que les entités actuelles sont des gouttes d'expérience, on l'a vu, complexes et interdépendantes. Ce sont des tout, des expériences pleines. Raymond Ruyère aurait dit sans bords, qui ensemble vont former le continuum extensif. Et donc, en particulier, dans la science et le monde moderne, son argument à l'égard de l'atomicité temporelle repose sur l'idée qu'il y a une épaisseur temporelle de la durée de simultanéité, la thickness dont j'ai parlé, et que celle-ci n'a pas besoin d'une référence explicite, soit au passé, soit au futur. Aurais-je eu plus de temps, j'aurais pu continuer là-dessus pour montrer les connexions avec des aspects que les collègues, que Pascal Hide, par exemple, ou Ulrich ont fait ressortir sur l'instant et son rapport à l'éternité, mais on ne peut pas tout faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant sur les bras? Un temps perishing, n'est-ce pas? Face à la question d'une disparition de l'entité actuelle ayant obtenu satisfaction, un autre aspect du temps existe chez Whitehead. Et c'est là où tout va peut-être prendre sens ou se résoudre. S'il dit qu'elle périt et est immortelle, quand même, c'est du paradoxe en quelque part. Il semble jouer avec le paradoxe. Or, si vous allez voir, pour son 70e anniversaire, Whitehead a donné un résumé assez saisissant de sa philosophie. On lui avait fait une petite fête à Harvard et c'est repris dans les essays. Je donne la référence entre parenthèses. Whitehead a dit de l'effort de procès-réalité qu'il tente de résumer le plus rapidement possible pour son auditoire. Presque tout ce qui est dans PR peut être lu comme un effort pour analyser le périr au même niveau que l'analyse aristotélicienne du devenir. C'est célèbre, Physique 2, Aristote, la nature, c'est ce qui est son propre principe de mouvement-changement, etc. Nous trouverons effectivement cette caractérisation du temps comme le plus grand de tous les mots. Il y a des pages qui sont poétiques, même à la limite mystique dans Procès et réalité, sur l'évanescence de toute chose à travers l'expérience du temps. Whitehead va montrer l'imbrication, néanmoins, entre le flux et ce qui dure, mais sans perdre son être, ce qui est, au sens technique qui va donner l'expression « everlasting ». Et comme il l'avait fait dans Science et le monde moderne, où là, il avait fait référence à Shelley d'un côté pour l'affluence et à Wordsworth de l'autre pour la permanence, exprimer ces deux aspects antithétiques, Whitehead était féru des poètes, lisait les poètes depuis l'adolescence. Eh bien, il va citer une hymne, « Abide with me, fast falls the eventide », et mettra en valeur que ceux qui ont favorisé la première ligne, « Abide with me », ont mis sur pied les métaphysiques de la substance. Et les autres ont plutôt voulu montrer le changement comme durée qui s'écoule sans que nous ayons là-dessus quelque contrôle. Fast falls the eventide. Là, je vous montre donc
Oui, ça sort pas si mal. Cette tombe, donc cette sculpture que Whitehead considère comme le chef-d'œuvre de Michel-Ange, Chapelle des Médicis à Florence, donc. Et si on la regarde un instant, pour se la mettre un peu dans l'esprit, bien, on a ces figures, hein? Ces statues, donc, du jour et de la nuit, du soir et du matin de la tombe de Lorenzo di Piero, sont l'exemple qu'il invoque pour représenter l'élément qui dure. Le temps qui fuit, la permanence perdue, ne l'est pourtant que dans une apparence phénoménale où on n'a pas assez vu que l'horreur de ce temps qui fuit est compensée par l'attente d'un autre ordre. Et j'ai traduit directement de Procès-Réalité à cette page donnée, hanté par l'insistance vague d'un autre ordre qui serait sans inquiétude. Ce qui rachètera le temps, donc, en l'éternalisant, ce sera la fonction salvatrice de Dieu en sa nature conséquente. Bon, ça, bien sûr, c'est un autre exposé, mais j'ai publié là-dessus. Si ça intéresse quelqu'un, je vous renvoie au bon endroit. Et cette dernière est, chez Whitehead, comme une représentation de cette solidarité sur laquelle il a mis l'emphase, celle d'un univers où rien n'est perdu. Donc voilà, c'était un peu un survol, j'espère pas trop abracadabrant. Là, ça tient du miracle. J'ai tenu le 12h30, je pensais pas y arriver, franchement. Mais je n'oserais pas amputer trop la pause déjeuner des gens qui m'écoutent. Mais donc, finalement, vous voyez, il y a un besoin chez lui d'introduire une atomisation dans l'expérience du temps qui n'était pas dans la première période, si je me résume. Hein. Pourquoi l'a-t-il fait? Ce n'est pas parce que, bien sûr, ça serait facile de dire la théorie quantique à ce moment-là est en pleine ébullition et c'est autour de 1927 qu'elle commence à s'organiser un peu en système théorique auquel on fait encore référence aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour cela, en tout cas, si on suit Ronnie Desmet, et je pense qu'il a raison, c'est tout simplement qu'il ne faut pas avoir une métaphysique qui ferait mentir l'expérience. Et donc, il prend au sérieux l'expérience scientifique, il s'en sert comme un instrument pour penser, et à cet égard-là, pour lui, il y a quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, quelque chose de cette éternité dans l'instant où, me semble-t-il, il évite ce que ça a été mentionné par l'un ou l'autre d'entre vous, hein, ce matin certainement par Pascaline, mais ensuite il y a eu d'autres références, cette fameuse dialectique de la durée de Bachelard où il s'oppose à Bergson. Whitehead a beaucoup reçu de Bergson, ça serait un autre exposé pour montrer ce qu'il lui doit, etc. Ça serait long, mais beaucoup reçu. Mais je pense que lui aussi refuse cette image de la pure fluence héraclitéenne qui, je me souviens de mon prof qui nous faisait cours sur Bergson. J'ai eu la chance d'avoir un cours sur Bergson, c'est rare, il faut être au Canada. Parce qu'en France, on prend nos meilleurs philosophes et on les met sous le boisseau. Je pense à Raymond Ruyère. Mais bon, j'ai eu cours et le prof nous faisait remarquer comment, chez Bergson, c'est bien beau, l'univers, machine à inventer des dieux, durée créatrice, ou même où il dira dans l'évolution créatrice, l'univers dure, après qu'il en ait eu fait dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, un aspect de l'âme et de l'intériorité. Il l'étend en quelque sorte. Mais qu'est-ce que c'est que cet univers où il n'y a jamais de point d'évasion vers les objets éternels? Alors, chez Whitehead, on a ça, mais on n'a pas une naïveté, à mes yeux, qui serait de construire une représentation du temps comme une simple succession d'instants. Je vous ai montré comment il en faisait la critique, et de ce point de vue-là, il échapperait à l'alternative entre Bachelard et Bergson, me semble-t-il. Merci. Voilà.